Je vais brièvement introduire l'actualité du sujet et le rappel des définitions. On va traiter des cryptoactifs et des monnaies numériques, et c'est peut-être le slogan de la Samaritaine, mais beaucoup de têtes jeunes ici n'ont pas dû le connaître, qui était « Il se passe toujours quelque chose ». Dans le monde des cryptos et des monnaies numériques, il se passe toujours quelque chose. Il y a d'une part le secteur privé qui émet des cryptoactifs. Ça sera représenté ici par les lettres C, trait d'union A, dont la capitalisation était énormément montée à la fin de 2021 jusqu'à 3 trillions de dollars, c'est-à-dire 3 000 milliards de dollars, qui s'était ensuite effondré à moins d'1 milliard de dollars en un an et qui maintenant a rebondi. Pourquoi il s'était effondré? On l'évoquera certainement, plus que moi qui vais citer les noms simplement, que vous connaissez probablement, le crash d'un soi-disant stablecoin, qui n'est pas si stable que ça, et qui s'appelait Terra, et puis l'implosion de la plateforme crypto FTX, dont le procès est en cours actuellement aux États-Unis. Et, élément non négligeable, la hausse des taux d'intérêt qui fait que tout à coup, il y avait des rendements plus favorables que ce que pouvait peut-être apporter un stablecoin et moins de liquidités, on l'évoquera. Du côté du public, les monnaies numériques de banque centrale, on utilisera souvent le sigle MNBC. En anglais, les gens disent CBDC, pour Central Bank Digital Currency. Là, on va dire monnaie numérique de banque centrale, avec, on l'évoquera, l'exemple des Bahamas peut-être, mais surtout de la Chine, où c'est testé par des millions, même des centaines de millions de personnes maintenant là-bas. Et puis la BCE et l'euro numérique, ayant annoncé le 26 octobre qu'elle passait à la phase de lancement. En fait, ce n'est pas exactement le même. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement dans les... Excusez-moi, voilà. Donc je suis ce qui est affiché devant vous, parce que ce n'est pas le même PowerPoint qui a été envoyé. On passe à la suite. Il faut appuyer. Ah bon. Excusez-moi pour ces petits changements. Alors, on va s'appuyer sur quoi? D'abord, une explication de ce qu'est la blockchain, ou la chaîne de blocs, qui est une technologie très performante, utilisée par plusieurs banques centrales, on l'expliquera pourquoi, et qui aide à numériser. Mais elle a été créée en même temps que le Bitcoin. Et donc, il y a parfois dans l'esprit des gens, le Bitcoin qui est un exemple de cryptoactif. Et il y a parfois une confusion du public entre la technologie, blockchain, on dit parfois aussi DLT, mais on utilisera ici le mot blockchain, et le Bitcoin, qui est un actif, qui n'est pas une technologie en soi. C'est quoi les cryptoactifs? C'est des actifs qui vont être définis par le comité de contrôle, comité de Bâle du contrôle bancaire comme des actifs non financiers risqués. Vous remarquerez au passage le non financier. Ce n'est pas des actifs réels, ce n'est pas des actifs financiers, c'est défini négativement comme des actifs non financiers, mais risqués. Et risqués parce qu'il n'y a pas de sous-jacent. Comme dans le Bitcoin, il n'y a pas d'actifs derrière. Ils peuvent donc avoir une valorisation qui est très instable et ils peuvent avoir un émetteur qui n'est pas identifié. Et puis, il y a une autre catégorie de cryptoactifs qui ici apparaît en premier, cryptoactifs catégorie 1, qu'on appelle les stablecoins. Les stablecoins, ce sont des actifs qui sont adossés à un autre actif qui existe, notamment une devise, par exemple un dollar. Pourquoi est-ce que ceci est important? C'est parce que
La monnaie, normalement, il y a une question qui est, est-ce que les cryptoactifs sont des monnaies? Et sinon, est-ce qu'on a besoin d'une monnaie numérique de banque centrale? Je rappelle très brièvement quelles sont les 3 fonctions de la monnaie. C'est d'être un moyen de paiement, ce qui suppose que c'est extensible, on dit en anglais même scalable. Ça va avoir cours légal dans un pays et plus de gens vont l'utiliser, moins ça coûte à l'unité dans les transactions. Il y a deuxièmement le fait que ça doit être stable. Et vous avez vu tout à l'heure que la stabilité pouvait être un problème pour les cryptoactifs. Et troisièmement, ça va servir d'unité de compte. On peut présenter ça dans l'ordre qu'on veut. C'est souvent compliqué de calculer. Si vous me demandez le prix d'une voiture en bitcoin, je ne peux pas vous le donner. Si je vous le demande en euros, vous pourrez le dire. Donc, moi j'ai tendance à penser, il y aura peut-être des avis différents, que les cryptoactifs ne sont pas comme des monnaies qui peuvent être émises par la Banque centrale, c'est notamment les billets, ou bien émises par des banques qui sont contrôlées. Ça veut dire quoi contrôler? Ça veut dire qu'elles sont réglementées, on l'évoquera, et supervisées. Réglementées, elles ont à suivre des règles, supervisées, on surveille qu'elles appliquent bien ces règles. Et pourquoi c'est important? Parce que la monnaie, c'est un bien public. C'est quelque chose dans lequel tout le monde doit avoir confiance. Il y a 2 types de monnaie classiquement. La monnaie fiduciaire, qui vient du mot latin fiat, la confiance. C'est les billets, par exemple. Les billets qu'on pourrait appeler un jeton ou un token. C'est un mot qu'on prononcera plus tard. Il est émis par la Banque centrale. Banque centrale qui joue le rôle de ce qu'on appelle un tiers de confiance. C'est la Banque centrale qui garantit que la monnaie qu'elle émet et celle des banques qu'elle contrôle, peut-être les dépôts que vous avez dans les banques, sont assurés. Il n'y aura pas trop de risques. On verra des fois où il y a eu des problèmes néanmoins. Face à la monnaie fiduciaire, on a donc cette monnaie scripturale qui sont vos dépôts dans les banques. C'est un privilège des banques. Elles font du crédit, classiquement on dit, et ça fait qu'en face, il y a un dépôt qui est donné. Elles prennent un risque, mais il ne faut pas qu'elles en créent trop, c'est pour ça qu'elles sont contrôlées. Et puis une fois qu'on a vu tout ça, on sait que d'une part, il y a une demande de numérique, et que, à preuve l'attractivité du crypto, les cryptos ont rebondi par rapport à la chute de fin 2022 et ils se situent en capitalisation globale proche de 1,5. C'est-à-dire qu'ils avaient été divisés par 3 et ils ont rebondi et maintenant ils ne sont plus que divisés par 2 par rapport au maximum. Il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Et comme il y a cette demande de numérique, les banques centrales lancent l'idée ou des projets ou mettent en œuvre une monnaie numérique de banque centrale. Et qu'est-ce que c'est une monnaie numérique de banque centrale? Il faut peut-être appuyer. Non, c'est directement, mais c'est trop bas peut-être pour que vous le voyez. Donc on va se baisser un tout petit peu. C'est 3 produits en un seul. C'est à la fois émis par la banque centrale, c'est accessible à tous et c'est dématérialisé. C'est émis par la Banque centrale et accessible à tous, comme le billet. C'est accessible à tous et dématérialisé, comme vos dépôts dans les banques que vous pouvez transférer via des virements. Et c'est émis par la Banque centrale et dématérialisé comme quelque chose dont on parle généralement moins, qui s'appelle la monnaie centrale, c'est-à-dire la monnaie qui est échangée entre la Banque centrale et les banques, via des dépôts, des comptes que les banques ont à la Banque centrale. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce qu'on va en parler, parce que la Banque de France en particulier teste la blockchain sur des échanges entre les banques et la Banque centrale. Donc une monnaie numérique de banque centrale avec les banques, pas avec tout le monde. Après, on verra ce qu'il en est pour tout le monde. Le panel, comment est-il structuré? Il faut passer à la suivante. Il va y avoir 2 rounds. Et pour simplifier les choses, c'est à peu près toujours la même structure. Le premier round, c'est où est-ce qu'on en est, l'état des lieux. Le deuxième round, c'est où est-ce qu'on va,
Quelles sont les perspectives? À l'intérieur, on verra toujours d'abord le potentiel technologique avec Philippe, à ma droite, puis l'impact, dont les risques, mais aussi l'impact mondial, sera évoqué par Catherine. François-Louis, représentant l'autorité bancaire européenne, évoquera les régulations qui ont été adoptées et qui sont progressivement mises en œuvre en Europe. Et Emmanuel évoquera la monnaie numérique de Banque centrale en focalisant dans le premier round plutôt sur la monnaie de gros, celle qui est échangée avec les banques, et dans le deuxième round, sur l'euro numérique, dont la phase préparatoire a été annoncée et qui sera pour dans quelques années. À chaque fois, il y aura un débat entre eux et les questions que je reçois ici, et vous avez de nouveau le numéro qui s'affiche. Et on va tout de suite passer au premier round. Où en est-on? En démarrant par Philippe Thévoz. Merci. Bonjour à tous. Donc, ma mission pour commencer sera de rappeler quelques fondamentaux de la blockchain. Alors, que les experts me pardonnent, mais ce que je vais dire sera plutôt adressé à ceux qui ne connaissent pas tous les détails de la blockchain et ce qu'il y a derrière ces stablecoins, ces monnaies numériques de banque centrale. Donc, pour définir la blockchain, on peut dire que c'est un livre de compte ou un registre, que ce registre, il est distribué, et donc c'est pour ça qu'on a le terme de registre distribué ou Distributed Ledger, ou DLT, que ce registre distribué, il est sécurisé cryptographiquement, avec en particulier un lien cryptographique entre chaque bloc, ce qui va donner une chaîne de blocs, donc la blockchain. Et ceci, cette sécurité cryptographique qui liera les blocs les uns aux autres, empêchera donc de modifier ce qui aura été écrit dans ce registre précédemment. Ensuite, pour que tous les acteurs qui ont un registre chez eux, si j'ose dire, et la même version, eh bien, il y a un consensus, un algorithme de consensus qui permet de faire en sorte que tout le monde soit d'accord sur la version et la version unique de ce registre. Et donc, en conclusion de ces 4 points, ça veut dire qu'a priori, on devrait pouvoir faire confiance dans ce registre, vu qu'il est normalement infalsifiable, et c'est donc les mathématiques et la cryptographie qui agissent comme tiers de confiance. Il existe des milliers de blockchains, et on peut les classer en différentes catégories. On a les blockchains publiques, et là, tout le monde ou personne, ça dépend de quel point de vue on se place, est en charge. Et la gouvernance de ces blockchains, eh bien, elle doit être approuvée par la majorité des participants. C'est le cas, entre autres, par exemple, du Bitcoin, Ethereum, qui sont des blockchains publiques. On a de l'autre côté des blockchains privées, où là, c'est géré par une communauté avec une gouvernance qui est définie par cette même communauté. On pourrait décider, par exemple, que tous les gens qui sont ici dans la salle, on va créer une blockchain privée entre nous, et c'est nous qui déciderons des règles, et c'est nous qui s'assurerons que cette blockchain a les caractéristiques qu'on voudrait bien lui donner. Certaines de ces blockchains sont accessibles à tous, on dit qu'elles sont en anglais permissionless, d'autres ne sont que accessible à des acteurs enregistrés, on dit que dans ce cas, elle est permissionnée ou permissioned. Et parmi ces milliers de blockchains, eh bien, la plupart ont été construites sur ou dans un but bien précis avec des caractéristiques propres. Typiquement, le Bitcoin, à l'époque, a été construit essentiellement comme un nouveau moyen d'échange, et ça a donné lieu à la première crypto-monnaie en l'occurrence. On a eu quelques années plus tard Ethereum, qui a été créé essentiellement pour pouvoir gérer des contrats intelligents ou des smart contracts. On a un protocole qui s'appelle Hyperledger qui a été utilisé pour sécuriser de la supply chain ou bien même de l'identité. On a d'autres crypto-monnaies, par exemple les stablecoins dont Olivier a parlé, dont le Tether est le plus grand, le plus important actuellement. Et puis on a ces monnaies numériques de banque centrale qui sont en train d'émerger petit à petit afin de créer un nouveau moyen d'échange et de paiement comme un billet numérique. Et en effet, si le titre de ce panel c'est « Hiver des cryptos et printemps du numérique », en effet,
C'est parce que, pourquoi est-ce que cette appellation est arrivée, en tout cas cet hiver, on va dire, dans ce monde est arrivé, c'est en effet, si vous regardez un petit peu toutes ces crypto-monnaies, le Bitcoin, l'Ether, le Terra, non pas le Terra, le Ripple, Solana, Cardano, eh bien, en 2021-2022, ils étaient à des niveaux très élevés et puis ils ont chuté en 2022 essentiellement, amplifiés par justement deux événements qu'Olivier a cités. La chute du Terra. Donc Terra, c'était un stablecoin adossé au dollar. Donc 1 Terra égale 1 Bitcoin, égale 1 dollar, pardon, à la base. Et puis, en quelques heures, en mai 2022, eh bien, le Terra a perdu 99,8% de sa valeur en quelques heures. Et donc, ça a occasionné des pertes d'à peu près 30 milliards de dollars auprès des porteurs de ces Terra, parce que ce stablecoin était censé être garanti par des actifs en dollars, mais finalement, ces garanties n'étaient pas aussi solides qu'elles n'auraient dû être. Et puis, le deuxième crash qu'il y a eu, FTX, donc en novembre 2022, où là, c'était une plateforme d'échange ou une place de marché qui s'est effondrée parce qu'en effet, il y a eu quelques manipulations qui ont été faites par derrière avec ces actifs qui étaient confiés à ces plateformes. Et donc, ça a aussi occasionné d'énormes pertes. Et donc, par rapport à tous ces soucis, si j'ose dire, eh bien, les banques centrales, elles se disent il y a des avantages, et on les verra dans la deuxième partie, de créer une monnaie numérique de banque centrale. Mais là, il y a une différence fondamentale avec ces cryptos que je décrivais avant, c'est que la gouvernance, elle est définie par la banque centrale. Donc, elle est définie par l'autorité, par le gouvernement indirectement. Et donc, c'est eux qui vont garantir ça. On en parlera certainement après. Merci beaucoup, Philippe. Et la parole est donc maintenant à Catherine. Bien. Alors, il vient d'être précisé à l'instant que, effectivement, placer ces fonds dans des actifs numériques. Moi, j'utilise l'expression actifs numériques parce que cryptos sont des actifs numériques cryptés, qui recourent à la cryptographie plutôt. Et j'ai oublié le début de ma phrase, ça commence mal. Bon, donc, oui, donc ces actifs numériques sont pas sans risque. Hein. Les investisseurs ont perdu beaucoup d'argent, surtout en 2022. Mais pour les défenseurs de ces actifs numériques, la réponse est simple. Il suffit de dire que les affaires de fraude, de manipulation et de blanchiment, c'est pas réservé uniquement au monde du numérique, crypté ou pas, c'est aussi dans la finance traditionnelle, hein, elle n'est pas en reste. On a vu les amendes énormes infligées aux banques, pour différentes raisons. Donc, ces affaires de fraude et de manipulation, c'est pas propre à la crypto ou aux actifs numériques. Le seul problème, c'est qu'en théorie, quand même, puisque ce sont des actifs numériques et la crypto servant à sécuriser l'ensemble de ces transactions, normalement, il ne devrait pas y avoir de telles possibilités de fraude et de manipulation. En fait, il y en a. Alors, il y en a, et la question qu'on doit se poser, c'est quel est l'impact potentiel sur la sphère bancaire et financière, ou quel est l'impact en termes de risque, surtout. Et là encore, il faut absolument faire la distinction entre les actifs numériques eux-mêmes, ce que les autres appellent les cryptoactifs, les actifs numériques eux-mêmes, et la technologie sous-jacente. Et c'est vrai que l'émergence du Bitcoin a eu tendance à faire oublier que le plus important dans cette révolution numérique, c'est la technologie sous-jacente des registres décentralisés, par opposition à la finance traditionnelle qui va avoir des registres centralisés, par exemple des dépositaires centraux ou qui conservent tous les titres et qui savent à qui appartient à quoi. Bon. Alors, une fois alors je vais vous parler des actifs, hein, et on parlera de la technologie peut-être plus dans la deuxième partie, enfin en ce qui me concerne. Une fois qu'on se dit qu'il faut parler des actifs numériques, là encore, il faut faire des distinctions. Et Marc-Olivier l'a bien précisé en introduction. C'est-à-dire que vous avez ces jetons tels que le Bitcoin, qu'on a appelé à tort au début des monnaies, puisque ça n'a aucun attribut des monnaies, hein, ni instrument de mesure, ni moyen de paiement, ni réserve de valeur. La volatilité du Bitcoin fluctue entre 50 et 100%. Hein, donc,
voilà, c'est pas vraiment stabilité. Alors, donc il y a ces jetons, il y a les stablecoins qui, eux, ben, on se dit, si c'est 1 pour 1 $, par exemple, ben, c'est stable, hein, comme leur nom l'indique, donc il y a moins de risques. Ben, oui, peut-être, mais il y en a d'autres. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi les actifs numériques financiers, ceux-là, puisqu'on voit apparaître, par exemple, des obligations qui sont émises directement sur des blockchains, c'est-à-dire de façon décentralisée. Et par rapport à ces 3 types d'actifs que j'ai conservés ici, je laisse à Emmanuel les monnaies numériques Banque Centrale, je dirais que j'ai une interrogation, une inquiétude et une quasi-certitude, en gros. L'interrogation, c'est l'avenir des jetons privés, ces pseudo-crypto-monnaies telles que le Bitcoin. Il y a un article de 2022, d'ailleurs, qui montre bien que l'envolée du cours du Bitcoin entre 2015 et novembre 2021 est relié tout simplement à l'arrivée de plusieurs centaines de millions d'acheteurs. Et on comprend bien, l'offre, elle est à peu près fixe, on va dire. Donc plus il y a d'acheteurs, plus le prix monte, ça c'est classique. Il n'y a pas de surprise là-dedans, en fait. Pourquoi je dis j'ai une interrogation? Alors, évidemment, les cours ont chuté après l'année horrible de 2022 et des faillites dont on a parlé. Mais pourquoi je m'interroge sur leur avenir? Parce que, en ce moment, vous avez une offensive des investisseurs institutionnels, donc de la finance traditionnelle, qui cherchent à se positionner et à offrir des produits reliés à ces jetons privés, en particulier à vouloir proposer à leur clientèle des ETF. Et en ce moment, ETF, Exchange Traded Fund, un fonds indiciel, si vous voulez, qui réplique la performance du Bitcoin, sans acheter directement le Bitcoin, on achète un autre actif, mais qui a la même performance que le Bitcoin. Bon, c'est un fonds indiciel pour ceux qui font un peu de finance. Alors, en ce moment, on attend la réponse du régulateur américain, de la SEC, qui n'a pas encore donné son accord, c'est-à-dire qu'il existe des ETF, mais uniquement sur les produits dérivés, futures, options, pas des ETF sur les produits au comptant. Donc on attend la réponse de la SEC, et ce qui est très drôle, c'est à chaque fois qu'il y a une rumeur que la SEC, enfin le régulateur américain, va dire oui, le cours du Bitcoin monte. Bon, ok, bien. Donc, globalement, ce sont des actifs spéculatifs. Je pense qu'il y en aura toujours. Les gens aiment bien spéculer, ils aiment bien s'amuser. Donc oui, ils peuvent perdurer. Mais n'oubliez jamais, si vous avez l'intention d'investir dans ces actifs, que 24% des jetons créés en 2022. Alors, en 2022, il y a eu 4000 jetons de genre créés. Hein. Tout le monde cherche à créer son jeton et à le vendre. Leurs prix ont baissé, pour 24% d'entre eux, de 90% en une semaine. Hein. Donc, il y en a beaucoup qui font flop. Ça, vous avez toutes ces informations-là dans Chain Analysis 2023, Crypto Crime Report. Vous avez tout ce que vous voulez qui vous apprendra à vous méfier. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a beaucoup de concentration sur ces actifs. On prend 10 000 portefeuilles qui représentent 0,01% des détenteurs et vous avez plus de 25% des bitcoins. Donc une très forte concentration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un risque de manipulation. C'est facile de manipuler le cours, quand on détient une grande partie des actifs. Il y a un risque du coup de liquidité. On ne trouve pas la contrepartie à tout instant et donc la variabilité des prix est plus forte. Ça vous fait votre troisième risque, le risque de volatilité. Bon. Donc je m'interroge sur l'utilité, voire est-ce que ça va perdurer ce type d'actifs. Après, mon inquiétude, elle porte sur les stablecoins. Et pourquoi je dis mon inquiétude? Parce qu'avec un stablecoin, par nature, par définition, en théorie, il n'y a pas de risque de prix. Il n'y a pas de risque de prix puisque, en théorie, c'est ancré sur la valeur soit d'une monnaie de réserve, comme le dollar, un petit peu quelques-uns sur l'euro, d'autres sur des actifs réels. Bon. Alors, sauf que, comment est effectuée cette garantie? Et cette garantie, elle prend deux formes. Soit elle est algorithmique, et là, il y a des travaux qui m'inquiètent, comme celui d'Avernas en 2022, qui montrent que les stablecoins algorithmiques ne sont viables que si leur demande continue en permanence à augmenter. Donc ça veut dire que dès qu'il y a un arrêt d'augmenter, dès que la demande se stabilise,
on ne peut plus mathématiquement maintenir la parité. Donc ça pose problème. Et l'explosion de Terra a bien montré que c'était vraiment très risqué, ces stablecoins algorithmiques. Alors, est-ce qu'il est pour autant négligeable dans les stablecoins garantis par des réserves, ce qui est la deuxième méthode? Les émetteurs de stablecoins ont des réserves, et même parfois des surgaranties, c'est-à-dire qu'ils ont des réserves plus de 100% de la valeur des stablecoins ennemis. Tout dépend de la qualité des réserves, évidemment. Alors l'idéal, c'est que pour un stablecoin ennemi, il devrait détenir $1 en réserve. Sauf que détenir $1 comme ça, c'est pas rémunéré, il y a un problème de coût quand même. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils détiennent par exemple des actifs dits liquides, des titres à court terme, des emprunts d'État. Alors premier problème, c'est que quand les taux d'intérêt remontent, la valeur de ces emprunts d'État baisse et donc la valeur des réserves diminue. Donc il y a un petit problème. Bon, il y a un autre... J'ai encore une minute ? Pas plus. Ah bon. Alors il y a un autre exemple qui est le USDR qui est ancré sur des valeurs réelles. Là en ce moment en octobre il y a un désancrage flagrant, on n'est plus qu'à 0,68 au lieu de 1 pour 1. Bon, et voilà, parce qu'ils ont perdu des réserves. Bon. On a aussi un problème avec ces stablecoins lié à l'interconnexion qui existe entre les émetteurs de stablecoins et les institutions financières où sont déposées les réserves. Alors on se dit institutions financières régulées, pas de problème, etc. Sauf que de temps en temps, il y a une petite faillite par-ci et par-là. Et au mois de mars cette année, vous avez bien vu la faillite de SVB, qui en a entraîné 2 autres, qui étaient des banques spécialisées dans le secteur numérique. Or, ces émetteurs de stablecoins avaient leurs réserves déposées dans les banques, dans ces banques-là, du moins une partie. Et donc, à un moment donné, on a craint qu'ils ne puissent pas récupérer leurs réserves. Et il y a eu un désancrage. Donc, la garantie de stabilité, elle n'est pas toujours là. Et enfin, il y a un troisième risque, qui est le risque de concentration. Le stablecoin de Tether, l'USDT, représente les 2/3 du marché des stablecoins. Donc, voilà, il y en a un autre qui est l'USDC, qui est l'USD de coin. Voilà, c'est très concentré. Alors, ça représente que 11% des actifs numériques totaux, donc on se dit, bon, ça va, c'est pas beaucoup, sauf que il va y avoir, et c'est ce qu'on verra peut-être dans la deuxième partie, un risque d'émission par les big tech, et donc ça pourrait entraîner des nouveaux risques. Alors, ma quasi-certitude, pour terminer mon intervention, c'est l'avenir radieux des actifs financiers qui vont être numérisés, c'est-à-dire des émissions directes sur les DLT des titres. L'avantage, c'est que c'est 24/24, il n'y a pas de problème de règlement livraison, c'est instantané, il y a des gains en termes d'efficacité, de coûts. Certains émetteurs considèrent qu'il y a des économies de coûts de l'ordre de 50%. Donc la BEI, Banque européenne d'investissement, a déjà émis 4 obligations numériques sur une plateforme créée par HSBC. On n'en est qu'à 500 millions de dollars d'émissions obligataires numériques depuis le début de l'année, mais je crois que c'est là où il y a un potentiel énorme et qu'on va voir une révolution dans le paysage bancaire et financier. Merci beaucoup. Ça fait trop longtemps, hein. Merci beaucoup, Catherine. Vous l'avez vu, on a eu Philippe qui a présenté les caractéristiques et beaucoup d'avantages du numérique. Il y a Catherine qui n'a pas hésité à évoquer toutes les craintes qu'elle avait, les doutes, les craintes sur l'utilisation de ce numérique, notamment dans les cryptoactifs. Nous avons maintenant François-Louis qui, en tant que régulateur, va dire comment il adresse ce problème et peut-être que un certain type de cryptoactifs, d'actifs numériques, a quand même des avantages. Merci Marc-Olivier. Et effectivement, après avoir parlé de la technologie, après avoir parlé des instruments eux-mêmes, moi je vais essayer de vous parler de différentes catégories d'instruments et également de la réponse réglementaire qui est en train de se mettre en place. Donc on a bien compris qu'il y avait une technologie commune qui transcendait à la fois des instruments émis par des émetteurs privés et potentiellement aussi des instruments qui vont être émis par des émetteurs publics, les banques centrales, dont parlera Emmanuel. Dans tous les cas, on a la même technologie sous-jacente et dans tous les cas, on a effectivement une
une sorte d'enthousiasme pour ces nouveaux instruments. Et on voit que les cas d'usage pour ces nouveaux instruments tendent à se multiplier, malgré les hauts et les bas dont Catherine a bien parlé. On voit en permanence fleurir de nouveaux instruments, de nouvelles propositions commerciales, de nouveaux projets. Et au-delà de ces instruments, il y a aussi la technologie ou l'infrastructure qui permet de négocier, de faire des transactions sur ces instruments, ce qu'on appelle les plateformes en fait, de négociation, les CASP en anglais, qui sont aussi un sujet intéressant parce qu'il faut que ces plateformes elles-mêmes soient fiables pour leurs utilisateurs. L'autorité bancaire européenne, c'est une autorité, la BE, qui fait des règles pour les banques au sens large et pour ceux qui les contrôlent, pour faire simple. Et donc là, la question qui se pose aujourd'hui, c'est distribuer un instrument de ce type, un instrument numérique. Est-ce que ça doit rester l'apanage d'une banque ou est-ce qu'au contraire, ça doit aussi faire l'objet d'une réglementation, même pour des gens qui, à l'origine, ne sont pas des banques? À partir du moment où vous faites cette activité-là, vous tombez dans le champ du régulé. Et donc, cette question qui a été débattue en détail en Europe a conduit à l'adoption d'un règlement qui s'appelle MiCAR, Markets in Crypto Assets, qui vise justement à faire rentrer dans un cadre réglementé des acteurs et des instruments qui, pour l'heure, ne l'étaient pas. Et donc le grand débat aujourd'hui consiste à savoir comment on catégorise ces différents types d'investissements et ce qui reste hors du champ réglementaire. Catherine en a déjà dit un petit mot. Il y a en gros 3 ou 4 grandes catégories d'instruments. Il y a des instruments financiers qui utilisent cette technologie, comme les obligations qui peuvent être distribuées et qui peuvent utiliser cette technologie. Il y a aussi des instruments spéculatifs qui, eux, ne sont pas des instruments financiers, mais qui donnent droit à une réserve de valeur ou qui donnent droit à une part de profit futur, qui peuvent être éventuellement adossés à des actifs qui ont une existence réelle ou pas. Et puis il y a des systèmes qui ont un mécanisme de stabilisation qui permettent de garantir une certaine réserve de valeur. Ces différents instruments, évidemment, ont plus ou moins de potentiel de profit attaché, mais aussi des risques pour leurs utilisateurs. En 2013, déjà, l'autorité bancaire européenne avait alerté le public au sujet des risques de ces instruments. L'essentiel, en fait, de notre point de vue, est que les utilisateurs comprennent de quoi ils retournent. Et donc, si vous achetez ce qu'on appelle un stablecoin, vous devez vous attendre à pouvoir effectuer des transactions avec. Donc, vous avez besoin qu'il soit suffisamment, qu'il y ait des mécanismes de garantie, que ce soit surveillé, qu'il y ait des mécanismes de réserve pour que l'instrument puisse faire son usage de moyens de paiement. Si en revanche vous voulez juste investir ou acheter des choses collectionnables comme ce que le Paris Saint-Germain ou d'autres clubs de foot peuvent proposer, vous n'avez pas forcément, vous n'êtes pas attaché spécialement à ce que ce soit une réserve de valeur. Ce que vous voulez, c'est que ça en prenne de la valeur, mais vous n'êtes pas juste attaché à retrouver votre investissement initial. Donc en fonction de votre besoin ou de votre intérêt, vous n'avez pas évidemment les mêmes préoccupations. Et donc la réglementation doit aussi s'attacher à répondre à ces différents besoins et préoccupations différemment. Il n'y a pas de réponse réglementaire uniforme, mais au contraire une approche qui est ciblée en fonction du type d'instrument. Et ce règlement MiCA, justement, a créé comme cela 4 catégories d'instruments, ce que l'on appelle des jetons de monnaie électronique, qui sont attachés, donc qui sont référencés à une monnaie derrière et qui sont émis par des banques ou des institutions qui sont extrêmement proches de banques. Il y a ce qu'on appelle des jetons qui se réfèrent à des actifs, donc plusieurs actifs, etc. Donc, ils aussi sont censés avoir une réserve de valeur. Et puis, il y a d'autres types de crypto-actifs, et puis qui, eux, en revanche, sont des instruments, des supports d'investissement. Et à chaque fois, la réponse n'est pas la même. Ces dispositions vont entrer en vigueur l'été prochain, en juin 2024, pour les instruments qui sont censés se rapprocher le plus de moyens de paiement. Donc, c'est les jetons adossés à une monnaie électronique, enfin les jetons de monnaie électronique ou les jetons adossés à des actifs. Les autres instruments, eux, feront l'objet d'une réglementation fin 2024. Et puis il y a des instruments qui, eux, ne feront toujours pas l'objet d'une réglementation, comme ce qu'on appelle les jetons non fongibles, qui eux, resteront hors du champ réglementé. Mais grâce à cela, en fait, ce qui est important de notre point de vue, c'est que le public devrait être mieux armé pour savoir exactement ce qu'il achète, parce qu'il y aura des règles de transparence pour ceux qui commercialisent ces produits. Donc si vous ne savez pas trop de quoi il ressort et qu'il n'y a pas beaucoup de transparence, vous pouvez vous douter que c'est sans doute quelque chose d'assez spéculatif. Et de la même manière, pour ceux qui se rapprochent le plus d'un moyen de paiement, il y aura des exigences de liquidité pour que cela puisse fonctionner en tant que tel. Je vais m'arrêter là pour ce premier round. Emmanuel ? Oui, excusez-moi.
Et je prends le micro, prends directement la parole, c'est informel. C'est informel. Pardon. Donc, je vais prendre la suite. Alors, qu'est-ce que vient faire la Banque centrale dans toute cette affaire crypto, ou en tout cas de monnaie, de numérisation de la monnaie? Alors, je vais reprendre un tout petit point de recul pour parler de la finance désintermédiée ou décentralisée. Comme vous le savez, les financements, ils sont apportés par deux moyens aux différents acteurs économiques que sont aussi bien les États, les entreprises que les ménages. C'est le crédit bancaire. Les ménages, ils ont essentiellement, voilà, je suis vraiment en introduction, ils ont essentiellement recours et uniquement recours au crédit bancaire, comme la plupart des entreprises non financières en France et en Europe. Et puis, il y a un certain nombre de grosses entreprises, et bien entendu les États ou les entreprises financières qui se financent sur les marchés en émettant des titres. Et les titres, ils sont représentatifs de titres de dette, comme des obligations, ou de titres de capital, comme les actions. Donc c'est ce que vous entendez, les instruments financiers, les obligations, les actions. J'arrive à disloquer le panel complètement grâce à mes slides. C'est des titres. Et les titres, ils circulent, ils sont émis par un émetteur, quelqu'un qui veut se financer, par exemple l'État français. Ils sont souscrits par des investisseurs, et à chaque fois, ça passe par toute une routine, toute une séquence avec un dépositaire central, un marché, alors par exemple la bourse pour les actions. Ensuite, il faut que ça passe dans des tuyaux avec des chambres de compensation quand il y a la bourse. Il y a plein d'intermédiaires financiers différents. Et avec la blockchain qui était décrite tout à l'heure, on peut avoir sur une seule plateforme plein de rôles différents, matérialisés par des nœuds et des acteurs différents, avec plein d'actions différentes qui pourraient en un seul endroit, sur une seule plateforme technologique, concentrer l'ensemble du processus. Et c'est pour ça que tout à l'heure, il était mentionné notamment par Catherine, qu'il y avait un nombre extraordinaire de promesses associées à la tokenisation de la finance et à finalement l'émission de titres financiers de façon native en tant que token sur des blockchains, des TLT. Parce qu'il y a des gains qui sont matérialisés ici en termes de rapidité, des économies de temps, ça pourrait presque être du temps réel, quand jusqu'à présent, maintenant, il faut 2 jours entre le passage d'ordre et le fait que le titre soit sur le compte. C'est du J+2, du T+2. Là, ça pourrait être T0, voire instantané. C'est transparent parce qu'on peut savoir, en participant chacun sur la blockchain, en ayant un nœud, ce qui se passe, qui détient quoi, alors que maintenant, un émetteur, il est incapable de savoir où sont ces titres, qui les détient en tant qu'investisseur. Et puis, c'est surtout le fait qu'il n'y ait plus 25 intermédiaires et qu'il n'y ait plus qu'une seule infrastructure, c'est des coûts radicalement en baisse. Et donc ça suscite de l'intérêt des acteurs financiers, que sont les banques et l'ensemble des membres de cette cohorte d'acteurs, d'intermédiaires, avec bien entendu une grosse question, c'est qui va devoir céder sa place, parce que là, on a un problème de désintermédiation. Et surtout, ça suscite aussi l'attention de beaucoup d'acteurs nouveaux qui n'étaient pas là, des big tech, des gros acteurs, des fintech, en disant « haha, il y a de l'intelligence et de la valeur à tirer, moi je suis plus agile, je vais y arriver ». Donc on a des bénéfices énormes, vraisemblablement, et ça c'était la certitude de Catherine tout à l'heure. Mais on a aussi un problème. Tous ces titres-là, que ce soit des actions, des titres de dette, etc., à un certain moment, il faut les acheter, il faut les régler. Il faut un actif de règlement. L'actif de règlement, c'est l'euro, le dollar, les espèces qu'on mobilise pour avoir en face les actions, le titre de propriété ou le titre de dette. Et depuis longtemps, et notamment depuis la grande crise financière de 2008, on a une certitude dans les marchés financiers, c'est que pour l'ensemble des instruments financiers qui circulent dans les marchés financiers, le seul actif de règlement sûr
et qui sécurise l'ensemble des transactions, qui les rend certaines, sur lesquelles il ne peut pas y avoir de risque de défaut, c'est la monnaie centrale. C'est la monnaie de banque centrale. Parce que quand on règle en monnaie de banque centrale, ça veut dire qu'on a son compte auprès de la Banque de France, en France, mais la Bundesbank en Allemagne et de la Fed aux États-Unis. Et on sait que ce dépositaire de compte, de cash, avoir son compte là, c'est avoir un dépositaire qui ne peut pas faire faillite, contrairement à une banque commerciale qui, somme toute, même si elles sont très bien réglementées, très bien supervisées, puisque la Banque de France et la CPR supervisent, peuvent toujours, à n'importe quel moment, néanmoins faire faillite. Et donc, on a un grand principe qui est inscrit dans le droit international, les principes pour les infrastructures de marché, c'est que quand la monnaie centrale est disponible pour régler des transactions financières, c'est la priorité qui doit être donnée. Alors, sur une blockchain, le problème, c'est que, pour l'instant, on n'a pas encore de token de monnaie centrale, Alors, c'est pour ça que nous, Banque de France, depuis 2020, on réfléchit fort, compte tenu des certitudes et des bénéfices, au fait de pouvoir offrir cette monnaie numérique de banque centrale pour régler les transactions financières et pour s'assurer que ce ne soient pas les alternatives, les stablecoins, qui ont été décrits fort justement par Catherine précédemment, qui sont risqués, qui soient utilisés comme actifs de règlement, ce qui viendrait détériorer la stabilité financière et la sécurité des marchés financiers. Donc on a un grand plan qui est celui d'émettre de la monnaie numérique de banque centrale pour accompagner cette tokenisation. Alors peut-être sur le slide d'après, on est en cours on a tout un plan qui est exposé ici. On commence maintenant, parce que mars 2023, c'était il n'y a pas très longtemps. On a toute une phase préparatoire pour commencer à tester les différentes fonctionnalités de monnaie numérique de banque centrale. Et la Banque de France en a développé une qui est... on a notre propre blockchain qui est sur Hyperledger. C'est une blockchain privée. Et c'est donc un système sur lequel on émet des tokens de banque centrale. On va le tester avec des contreparties de marché jusqu'en 2025. Puis en 2025, le Conseil des gouverneurs de la BCE, qui est l'instance de décision de la politique monétaire en zone euro, bien décidera si ou non ou pas on va émettre à un moment de la monnaie numérique de banque centrale, donc sous forme de jetons. Tout ça s'accompagne de toute une phase qui est parallèle, réglementaire, parce que les États sont aussi, ont cette forme de certitude qu'il y a de l'avenir dans la tokenisation de la finance. Et donc, ils ont ouvert la possibilité d'avoir un régime réglementaire un peu allégé pour permettre à des acteurs innovants de travailler sur de la blockchain. Et je m'arrête là. Ah ben c'est super. Tu n'as pas utilisé le mot d'euro numérique, si je peux me permettre. Disons-le, monnaie numérique de banque centrale, on parle de quoi? On parle de l'euro numérique. Mais le numérique entre les banques et la banque centrale. Oui. Tu parlais de monnaie de gros, d'accord, de monnaie d'échange entre banques. Mais il faut aussi que tu dises un mot, je pense, des instituts. Non, je le dirai après. On va le faire après. Vous le voyez, il y a un petit côté brouillon. D'autant qu'on est censé parler de numérique, mais on ne voit pas ce que vous voyez. Et donc, on est obligé de se retourner. Et vous-même, vous ne voyez pas tout ce qu'on avait prévu de vous dire parce que c'est trop bas. Mais bon, ça, c'est les avantages du direct, en quelque sorte. Alors, il y a quelques questions. On ne va pas toutes les prendre parce qu'il y en a qui reviendront plus facilement en deuxième partie. Il y en a une, néanmoins, où il faudrait revenir un petit peu sur l'exemple de Terra qui a été donné. Et la question est posée comme ça, mais si finalement il y avait d'un côté Terra et de l'autre côté, à l'autre bout, quand même des dollars, pourquoi est-ce qu'il y a eu problème? On l'a évoqué, mais on va le résumer. Je ne sais pas qui veut le redire. Il y a toute une chaîne. Il y a l'algorithme qui peut poser problème. Il y a le fait, j'en profite pour le dire, que Terra s'appuyait sur un autre cryptoactif qui s'appelle Luna. Le Luna lui-même, il s'appuyait sur le Bitcoin et en partie des dollars. Et ces dollars, comme ça a été dit, étaient investis. Parce qu'autrement, ça ne rapporte rien d'émettre ces monnaies-là. Et si c'est investi, ce n'est pas tout de suite liquide, pas nécessairement liquide. C'est la grande différence avec ce qui peut être fait quand vous êtes adossé à la Banque centrale, parce que vous êtes une banque. Et là, vous pouvez obtenir de la liquidité. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2022? L'inflation a surgi, la liquidité a été réduite, les taux d'intérêt ont monté, et les plus fragiles ont souffert.
Alors, il y a peut-être des compléments à dire. Et la question complémentaire qui vient, c'est la dimension énergivore de tous ces processus. Et pour ne pas être négatif, est-ce que la technologie, le progrès technique va permettre de dépasser, de réduire ces problèmes? Alors, peut-être plusieurs d'entre vous voudraient y répondre. On commence par qui? Allez, on démarre. Alors, en effet, la question énergétique est toujours importante. Et pour ça, peut-être, je peux donner quelques images sur la consommation énergétique de certaines blockchains. Si je prends le Bitcoin pour commencer, qui était la première crypto-monnaie, au jour d'aujourd'hui, quelle est la consommation énergétique pour justement ce consensus entre tous les acteurs? Ce consensus, c'est faire tourner les ordinateurs pour arriver à un résultat qui va permettre de sécuriser un bloc. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais une transaction, la consommation énergétique d'une transaction, je vais la prendre par analogie avec si on prend un petit chauffage portatif de 1000 watts qu'on peut avoir dans une chambre ou comme ça. Eh bien, une transaction, il faudra que ce petit chauffage portatif tourne 24 heures sur 24 pendant 40 jours. C'est 1 mégawatt-heure. D'accord? 40 jours de petit chauffage pour une seule transaction. Il y en a 3-4 par seconde en moyenne. Et chaque transaction consomme ceci. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce travail qui doit être fait derrière par des ordinateurs pour ce consensus qui s'appelle Proof of Work, ou preuve de travail. Si on prend une autre crypto-monnaie Ethereum, eh bien, il y a encore quelques mois, quand ils avaient le même consensus, eh bien, ce n'était pas 40 jours, c'était 8 jours de ce petit chauffage portatif de 1000 watts. Ils ont changé en proof of stake, à savoir que c'est un autre type de consensus où c'est différents acteurs qui disent entre eux « oui, je suis d'accord avec cette transaction ». Et là, on a passé de 8 jours à 10 minutes. Ça reste quand même énorme, 10 minutes de chauffage pour une seule transaction. Si on prend par analogie à une transaction de carte de crédit, une transaction de carte de crédit pour ce petit chauffage de 1000 watts, ça fera à peu près 0,3 secondes d'énergie, donc beaucoup moins que les 10 minutes d'un Ethereum ou que les 40 jours d'un Bitcoin. Et le but est que pour typiquement des monnaies numériques de banque centrale, où il y a certaines technologies qui sont développées pour ce genre de technologie, pour ce genre d'application, où là on sera à quelques millisecondes de ce fameux chauffage, donc on aura quelques milliwatts par transaction. Donc vous voyez, de 1 mégawatt à quelques milliwatts, on a un rapport d'1 million en termes énergétiques. Donc il ne faut pas oublier cette notion, surtout pour le Bitcoin, qui est pour moi quelque chose de difficilement acceptable, mais le consensus fait que, ou plutôt le protocole fait qu'on ne peut rien y faire, dans le sens qu'on ne peut pas dire j'arrête le Bitcoin, sauf éventuellement de taxer l'électricité par tous les acteurs. Non, mais on peut être étonné que beaucoup de jeunes investissent dans le Bitcoin alors qu'ils sont très défense environnementale. Voilà. Alors, Emmanuel voulait s'exprimer. Ah oui, juste sur les histoires de Terra Luna et des soi-disant stablecoins. Terra Luna, c'était vraiment c'est presque une pyramide de Ponzi, dans la mesure où en fait c'était censé être garanti avec un actif, mais l'actif il était fabriqué sur de l'algorithme purement mathématique, mais qui n'avait aucune valeur de garantie. Il n'y avait rien en termes de valeur économique derrière qui permettait on va dire, de cautionner l'ensemble de cette architecture. On a un deuxième grand problème qu'on n'a pas encore mentionné ici, c'est qu'on parle souvent de finances décentralisées. C'est sur des registres distribués. Pour autant, ce n'est pas décentralisé. C'est très centralisé, au contraire. On a des gros acteurs, par exemple FTX, dont on a vu qu'il y avait une concentration importante d'activités très différentes, où ils réutilisaient les fonds des clients pour faire de la spéculation sur leurs propres activités. C'est au contraire des gros conglomérats très centralisés. Il y en a d'autres, Binance en est un, qui est aussi un gros acteur au niveau mondial, où en fait on recentralise sur de la finance dite, on va dire, des intermédiaires, et où on crée du risque supplémentaire en emboîtant un certain nombre d'activités qui jusqu'à présent étaient mal régulées, qui vont l'être beaucoup mieux en Europe, mais qui ne sont pas du tout régulées à l'échelle mondiale ailleurs. Et c'est là où on a un problème, parce que ce sont aussi des acteurs globaux.
Merci. Alors, on va passer au deuxième round et je signale, dès que c'est rétabli, que non seulement il y a des problèmes ici, mais que ceux qui suivent en ligne n'ont plus accès à la conférence. Elle est enregistrée et vous pourrez donc, avec plaisir, la réécouter vous-même qui est ici et ceux qui ont raté quelques passages. On passe au deuxième round. Le deuxième round va nous amener à nous projeter plus sur l'avenir, ce qui arrive d'ici quelques années, et en reprenant les idées, de nouveau, quel potentiel, quel impact ça peut avoir, quelle réglementation et quel rôle d'un euro numérique de détail par rapport à des tas de problèmes que sont l'utilisation de façon confidentielle. Le billet, c'est confidentiel. Est-ce qu'une monnaie numérique, ça peut rester confidentiel? Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus d'électricité? Il y a une coupure d'électricité. Est-ce qu'on a quand même accès à Internet? Est-ce que ça marche, on dit, hors ligne, etc. Et je passe la parole à Philippe. Merci. Donc, en effet, il y a d'ailleurs deux questions sur le chat qui vont dans ce sens. C'est finalement à quoi ça sert ces monnaies numériques, qu'elles soient de banque centrale ou qu'elles soient crypto. Alors, je crois que vous avez compris que la différence entre une monnaie de banque centrale et une crypto, c'est la sécurité, la volatilité ou la non-volatilité, le risque que l'on prend ou que l'on ne prend pas. Mais maintenant, à quoi ça peut servir et pourquoi les banques centrales réfléchissent et travaillent sur le sujet alors qu'on a des cartes de crédit, on a de l'e-banking, on a toutes sortes de moyens de paiement très pratiques. Et je dirais que parmi les avantages que ça peut représenter, eh bien, typiquement, il y a tous les moyens que je viens de citer nécessitent un compte en banque ou quelque chose d'assimilé à un compte en banque. Pour pouvoir utiliser une carte de crédit, j'ai besoin d'une certaine manière d'un compte. Pour pouvoir faire aussi de l'e-banking, évidemment que j'ai besoin d'un compte en banque. Et il y a parmi vous, je présume que la très grande majorité, si ce n'est la totalité, ont un compte en banque, mais il y a quand même beaucoup de gens dans ce pays et dans le monde qui n'ont pas de compte en banque, des gens qui ne sont pas bancarisés. La possibilité aussi de faire des transactions anonymes comme vous le faites avec un billet de banque. Suivant l'activité, suivant ce que vous voulez acheter, vous n'avez peut-être pas forcément envie d'utiliser votre carte de crédit et puis que quelqu'un autour de vous puisse se dire « mais tiens, c'est quoi cette transaction que tu as fait là ?» Il y a des fois où on aimerait bien rester anonyme. Alors par contre, on verra la question d'être anonyme, c'est une chose, mais il y a quelques lois qu'il faut respecter aussi qui font qu'on ne peut pas toujours être anonyme. Évidemment que le billet, c'est pratique quand on est l'un en face de l'autre. Par Internet, c'est plus difficile. Et là, on a besoin d'un moyen de paiement aussi très simple quand on veut payer à distance ou même quand on veut acheter ne serait-ce qu'un billet de bus. J'étais dans une grande capitale européenne, j'ai mis quart d'heure pour m'inscrire, pour pouvoir acheter un billet de bus parce qu'il fallait m'inscrire, mettre mon nom, mettre ma carte de crédit, etc. Avec une bonne monnaie numérique de banque centrale, ça devrait être fait en un clic, en un flash d'un QR code. À Paris, c'est un SMS. Hein. Oui, mais il faut encore savoir à quel numéro. Ah, c'est marqué partout. Mais ça sera un numéro différent à chaque fois, ce qui rendra la chose, suivant les cas, plus compliquée. Un moyen auquel on pense moins, c'est tous les micro-paiements de machine à machine, avec l'Internet des objets. Eh bien, l'idée, c'est de pouvoir payer d'un objet à un autre des petites sommes. Ou vous voulez lire un article de journal, eh bien, si vous pouviez payer 5 centimes pour pouvoir lire cet article et pouvoir le payer sans devoir m'inscrire d'une manière ou d'une autre, ça faciliterait énormément les choses. Et puis enfin, un dernier point, cette liste n'est pas exhaustive, mais les paiements transfrontaliers, et en particulier tous les gens qui envoient de l'argent dans leur famille à l'autre bout du monde et qui payent des commissions énormes et où les transferts font beaucoup de temps pour arriver. Mais maintenant, un des challenges, une des difficultés par rapport à tout ça, eh bien, c'est la question de l'identité. Puisque je parlais avant du paiement anonyme, comme on peut le faire avec un billet. Alors, l'idée, c'est qu'il y a des lois
qui, pour éviter le blanchiment d'argent, mes collègues pourront beaucoup mieux en parler que moi, mais font que je dois être identifié, par exemple, auprès de ma banque, si je veux faire des versements ou des prélèvements d'un certain montant. Et donc, je pourrais toujours le faire avec un billet, sauf qu'avec une valise de billets, c'est un peu voyant, c'est pas facile, c'est une logistique assez compliquée. Avec une monnaie numérique, qu'elle soit crypto, qu'elle soit de banque centrale, je pourrais dire, ben tiens, je peux faire tous ces paiements de manière très très simple et même les automatiser. Donc, comment faire? Alors, on va limiter la somme que je peux verser de manière anonyme, comme un billet de banque de petite valeur. Sauf que je pourrais multiplier des petits versements pour faire à la fin une grosse somme. Donc, il y a des questions là qui sont importantes et qu'il faut arriver à résoudre. Et ceci, pour se résoudre, doit être couplé en général à une identité numérique. Et pour ça, il existe des solutions de type Self-Sovereign Identity, par exemple, qui sont des solutions robustes cryptographiquement, où je peux être authentifié et authentifié avec une certaine règle, soit je suis authentifié de manière quasi anonyme et je pourrais faire des tout petits paiements, soit je suis authentifié on va dire au niveau 1, je pourrais faire des paiements un petit peu plus importants, ou bien authentifié à des niveaux beaucoup plus élevés, ce qui me permettra de faire des transactions beaucoup plus grandes. Et pour ça, il existe des solutions technologiques, des solutions cryptographiques, on les appelle dans le langage un peu barbare de Zero Knowledge Proof, donc des preuves à divulgation nulle, où je peux prouver que j'ai été authentifié sans pour autant divulguer qui je suis ou des détails sur moi. Mais par contre, la banque ou l'autorité en face de moi aura la preuve que oui, j'ai bien été authentifié, et donc qu'elle ne prendra pas de risque là-dedans. Et pour terminer, vous avez peut-être vu il y a quelques semaines une annonce qu'a fait IATA, l'Agence internationale du transport aérien, concernant le couplage de ces technologies d'identité SSI avec différents acteurs du transport aérien, pour faciliter l'achat d'un billet d'avion, pour faciliter les droits conférés à des programmes de fidélisation, l'enregistrement automatique à l'aéroport, voire même le passage à l'immigration. Et donc tout ceci, c'est finalement quelque chose de très analogue à des transactions d'une monnaie numérique de banque centrale, où il faut le coupler avec justement l'identité et de pouvoir savoir qui je suis. Mais typiquement, au passage de la sécurité, ils n'ont pas besoin de savoir qui je suis. Par contre, ils ont besoin d'être sûrs que j'ai un billet d'avion, mais ils n'ont pas besoin de savoir ni où je vais, ni qui je suis. Mais par contre, ils doivent savoir que j'ai le droit de passer ce portique-là. On retrouvera exactement les mêmes aspects dans toutes ces questions de monnaie numérique, de banque centrale. Merci Philippe. Alors on va passer maintenant à Catherine qui sera peut-être de nouveau inquiète pour le futur. Oui, sur mon éternel optimisme. Oui, si on veut faire un peu de prospective, quels sont les grands enjeux ou les grands risques au niveau macroéconomique, au niveau international? Alors, je n'ai pas beaucoup de temps de parole, donc je vais... Oui, tu dois rattraper. Je dois rattraper. Donc, ce qu'on peut voir à l'avenir, c'est des pays qui connaîtraient une forte instabilité macroéconomique, avec de l'inflation, etc., où il y a une perte de crédibilité dans la monnaie émise par la Banque centrale. On voit les individus qui vont essayer de trouver une monnaie ou une réserve de valeur alternative. On comprend bien que ce qu'on appelle les pseudo-crypto-jetons privés tels que le Bitcoin ne sont pas vraiment des réserves de valeur. Et si chacun en utilise une, il y en a des milliers et des milliers, c'est retour vers le futur, économie de troc, chacun a sa monnaie, il faut sans arrêt faire du change, c'est ingérable. Mais par contre, on peut très bien imaginer que se substituent aux monnaies du pays concerné des stablecoins. Pourquoi des stablecoins? Puisqu'a priori, c'est beaucoup plus stable, justement, avec voilà, 1 pour 1 avec le dollar. Et à ce moment-là, ça pose d'autres problèmes. C'est-à-dire que vous avez une perte de souveraineté monétaire du pays. On ne peut plus faire de politique monétaire puisque personne ne détient sa monnaie. Je caricature, hein, j'ai pas longtemps. Et ça peut même être source d'instabilité financière. Puisque ça va concurrencer les dépôts dans les banques.
Les gens ont préféré avoir des stablecoins plutôt que voilà, des dépôts bancaires classiques. S'il y a moins de dépôts, ça diminue encore l'efficacité de la transmission de la politique monétaire. Et donc les gouvernements perdent un de leurs grands instruments de politique économique, la politique budgétaire et la politique monétaire, qui sera moins efficace. Donc on voit bien le genre de problème que ça peut poser à terme. Et pourquoi c'est plus préoccupant pour les stablecoins? Parce que les émetteurs, certains émetteurs comme les big tech, s'ils émettent des stablecoins globaux, mondiaux, comme avait l'intention de le faire Facebook avec le Libradième, là il y a une véritable concurrence, parce qu'il y a des milliards d'utilisateurs. Alors, pour faire face à ce risque, pour anticiper ce risque, et pour d'autres raisons, on va y venir dans un instant, ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant, c'est de regarder la stratégie de la Banque centrale chinoise. Et la Banque centrale chinoise, elle a commencé à travailler sur un e-yuan, c'est-à-dire un yuan numérique, dès début 2014. Et elle a expérimenté ce yuan numérique dès 2019, dans 4 villes. Puis elle l'a étendu à 23 villes. Et puis je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça avait fait pas mal de bruit. En janvier 2022, ça a été utilisé pour les Jeux Olympiques d'hiver, où ceux qui assistaient pouvaient payer en e-yuan, disponible à la fois sur Apple et sur Android. Et puis maintenant, dans leur grande tech, WeChat, Alipay, etc., on peut utiliser le e-yuan. Mais vous voyez, les autorités chinoises n'autorisent pas les stablecoins émetteurs privés. Mais le e-yuan, oui. Donc ils ont pris les devants. Et maintenant, on peut l'utiliser dans les transports publics, pour les soins médicaux, pour payer les impôts. Donc ça se développe bien, même si c'est encore un peu faible par rapport au reste. Et la deuxième raison aussi pour laquelle je pense que la Banque centrale chinoise est très active sur ce e-yuan, c'est qu'il y a un problème en termes de système monétaire international, où il y a une dominance indiscutable du dollar. C'est la monnaie de paiement internationale. Alors même si la baisse des réserves en dollars diminue un petit peu, ça reste quand même la monnaie de la finance internationale. Et avec les mesures, les sanctions qui sont prises de façon récurrente par-ci par-là, et les dernières donc vis-à-vis de la Russie, les Chinois, enfin la Chine, je pense, a compris, dans le cadre des BRICS d'ailleurs, qu'il fallait essayer de retrouver une autonomie en termes, ou une moindre dépendance vis-à-vis du dollar. Et dans cette optique, elle accélère le yuan, elle accélère aussi un système de messagerie, mais aussi de règlement de transactions qui s'appelle SIPS, alors que SWIFT n'est qu'un système de messagerie. Et donc, ils sont très proactifs avec ce yuan numérique, en espérant justement réduire leur dépendance vis-à-vis du dollar et rendre le yuan une monnaie beaucoup plus internationale qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Donc il y a des enjeux derrière ces stratégies de banque centrale qui sont phénoménaux, et pas tellement vis-à-vis des petites crypto-monnaies individuelles, voilà, mais surtout par rapport aux stablecoins. On peut essayer de les prendre de court. Alors, merci beaucoup Catherine. François-Louis, et en focalisant de nouveau sur les crypto-actifs, qu'est-ce qui reste à faire? Quel problème? Alors, peut-être d'abord un point sur le fait que là, c'est intéressant parce que l'innovation financière, c'est quelque chose qui est au cœur de la réponse réglementaire. C'est-à-dire que la réponse réglementaire consiste à dire il faut que nous puissions apporter de la sécurité ou de la protection, mais sans tuer l'innovation. Donc, on a cette espèce d'équilibre à trouver en permanence pour éviter qu'il y ait des crises ou que les conséquences des crises soient très dommageables, sans pour autant tuer l'innovation. On a beaucoup parlé de la demande, ou pourquoi les gens achetaient ces actifs, ou pourquoi certaines entreprises ont envie de les promouvoir. Et on va voir qu'en fait, le développement de ces produits va tout simplement répondre aux produits, montrer que ce sont les produits qui apportent le plus de valeur, qui ont un intérêt économique, qui vont certainement se développer le plus. D'un point de vue de la stabilité pour le consommateur, ce qui est important, c'était d'avoir, on a dit, avoir accès à des services financiers qui sont conformes à ce qu'ils veulent faire. On n'a pas donc s'il y a une capacité à faire des transactions plus rapidement ou à envoyer de l'argent de façon transfrontalière plus efficacement avec ces stablecoins ou avec ces crypto-actifs d'une manière générale, c'est un intérêt pour eux.
Si on est une grande multinationale avec des millions de clients, on a aussi envie de développer ces produits pour éventuellement se passer du circuit traditionnel des intermédiaires financiers. Et c'est là le point que faisait Catherine également. Il y a des considérations de politique économique qui entrent en jeu, parce que si une partie des réserves de l'épargne en fait se retrouve orientée dans des circuits qui ne sont pas les circuits de financement traditionnels de l'économie, ça peut poser des problèmes pour les emprunteurs, pour les entreprises, pour les particuliers, pour leurs projets d'investissement. Donc on a un cadre réglementaire qui essaie de faire la part entre toutes ces considérations. En Europe, on a véritablement une question de confidentialité sur ces instruments qui sont traçables, comme on disait, et qui sont une considération importante. Dans d'autres parties du monde, ce qui est intéressant, c'est que c'est moins la confidentialité qui peut être recherchée que l'inclusion. C'est-à-dire que dans certaines régions, notamment en Asie ou en Afrique, ça permet de bancariser des populations qui n'ont pas forcément les infrastructures nécessaires que nous avons en Europe. Donc ça peut être, d'un point de vue des objectifs encore de politique économique, les avantages sont différents. Il y a des questions de gestion de crise aussi qu'il va falloir résoudre dans la mise en place du cadre réglementaire. Pourquoi ? Parce que on a vu que ces instruments étaient sujets à des variations de cours, ou que certains modèles d'affaires des gens qui les diffusent, qui les émettent, peuvent être parfois très risqués. Donc ça veut dire que ça peut créer des chocs dans le système, que les autorités doivent être équipées pour pouvoir les gérer en matière de réponse. Comment assurer qu'il n'y ait pas trop de contagion? Comment assurer que les acheteurs de ces produits puissent être correctement indemnisés en fonction de ce qu'ils avaient pensé devoir acheter, etc. Et puis il y a la question de la criminalité, parce qu'on a parlé pour le moment plus d'un point de vue positif, c'est-à-dire quelle est mon utilité économique à acheter ou à promouvoir ces instruments. Mais il y a aussi des acteurs qui y voient un potentiel pour faire des choses qui sont d'un ordre criminel, des rançons, des cyberattaques avec des rançons à la clé qui sont réglées par le biais d'instruments cryptés, parce que justement ce n'est pas aussi facile à identifier que des méthodes de paiement qui passeraient par des circuits réglementés. Toute cette question donc de transactions criminelles ou de blanchiment d'argent d'une manière générale doivent aussi entrer dans le cadre réglementaire. Donc l'avenir, il est là. Dans les mois qui vont venir, va se mettre en place ce cadre catégorisant les instruments et établissant davantage de garanties pour ceux qui les utilisent. Mais il y a toutes ces nouvelles frontières qui sont celles liées à la lutte contre le blanchiment, à la prévention de la criminalité, qui vont devoir aussi être approfondies ou être en tout cas explorées. Et puis, d'un point de vue réglementaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à construire. Il va falloir embaucher des gens, les former, les recruter, des techniciens qui aient une compétence fine de cette nouvelle technologie du blockchain, mais des gens aussi qui soient capables de faire le lien entre les considérations technologiques et les considérations juridiques. Et puis il y a toute la question de la coopération internationale qui n'est pas non plus totalement évidente, puisque différentes juridictions ont parfois des réponses relativement différentes. Donc on a un cadre qui se met en place de manière assez rassurante et complète au niveau européen, mais évidemment dont la pertinence et la solidité devra être validée dans les très prochaines années. Merci François-Louis. On passe donc maintenant, tu préfères l'avoir à la main? Alors je finis de dire la monnaie numérique, l'euro numérique, celui qui, lorsque la décision finale sera prise, viendrait en complément, très important, viendrait en complément du billet. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on peut remettre les slides ou pas. Non, il n'y a plus de slides. Ah, super. Donc, on va aller au 4e slide directement. Non, juste avant, encore avant, juste avant, encore avant. Ah oui, d'accord. Où est-ce que j'ai décalé? Parce qu'il y a un slide que je voudrais vous montrer, celui-là. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la tokenisation de la finance. Donc, un actif de règlement qui serait la monnaie numérique de banque centrale sur une blockchain qui viendrait régler les opérations financières, actions, obligations. Et là, on est dans une sphère où on est entre investisseurs, assureurs, fonds, banques et émetteurs. Là, je voudrais vous parler d'un actif, du moyen de paiement euro numérique. C'est un peu différent, c'est celui qu'on utilise et qui est pour l'instant sous forme de billets.
sous forme papier, et c'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire qui est émise donc quand vous avez une créance sur le bilan de la Banque centrale. Là, c'est l'euro digital dont je voudrais vous parler, et de sa relation avec les moyens de paiement scripturaux qui sont émis par les banques commerciales, les virements, les prélèvements et tous les autres chèques et cartes de bancaires qui sont en fait des choses assez substituables. Et donc, si on va au slide d'après, pour l'instant, on se pose la question de... voilà, juste encore avant, pardon, merci beaucoup. Le contexte, vous le connaissez, c'est que vous utilisez de moins en moins le billet, qui est la monnaie de banque centrale qui est accessible à tous, et au grand public, et pas la monnaie de banque centrale qui n'est qu'accessible aux banques et qui est liée aux réserves des banques dans la banque centrale. Et donc là, les billets, on les utilise de moins en moins. C'est critique. Avec le Covid, ça s'est encore accéléré. Les transactions, on les fait de plus en plus par carte ou par virement. On a en plus une économie qui se digitalise, qui se numérise de plus en plus. On a un essor du e-commerce tout en bas là qui est assez critique. Je pense que tout le monde ici a recours plus ou moins régulièrement au e-commerce. Et bien entendu, vous ne pouvez pas utiliser de billets pour régler quoi que ce soit en e-commerce. Donc vous utilisez la carte. Par exemple, ou le virement. Et puis, on a de plus en plus, même à proximité, dans les commerces, des solutions de paiement dématérialisées en point de vente. Et ça, c'est pour nous, Banque Centrale, c'est un vrai défi qu'on voit s'amenuiser comme ça, l'empreinte de notre monnaie centrale, le billet, qui est quand même une encre du système financier, monétaire global, parce que la monnaie banque centrale, c'est ce qui permet d'avoir une créance sur la banque centrale, et c'est ce qui est échangeable au pair avec votre compte. Vous pouvez tirer autant de billets que vous voulez, quoi. C'est du 1 pour 1. On veut maintenir cet ancrage de la monnaie de banque centrale dans l'économie et accessible à tous pour assurer la stabilité. Ça fait partie de notre mission, et de stabilité monétaire et de stabilité financière et de bonne tenue et d'efficacité des systèmes de paiement. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour, dans un monde numérique, ancrer cette monnaie centrale. Ensuite, tout à l'heure, je mentionnais qu'on utilisait de plus en plus des moyens de paiement numériques, digitaux. Et au premier chef, la carte. Et la carte, comme vous le savez, quand on est en zone euro, vous êtes de part et d'autre de la frontière entre la Belgique et la France, ça va être Visa ou Mastercard qui sont des schemes ou des prestataires de services américains qui nous fournissent à nous, Européens, ce service. Ça veut dire qu'on est très dépendant de ces services fournis par des non-européens. Donc on a un problème de souveraineté parce que le jour où, par hasard, pour une raison X, Y, Z, les prestataires en question ne voulaient plus fournir de services, on ne serait plus en capacité, nous, au sein de la zone euro, de payer quoi que ce soit de part et d'autre de la frontière, d'aller acheter notre pain à Bruxelles et vice-versa en étant français. Ce serait quand même idiot quand on a réussi à faire la zone euro. Et puis, surtout, on a l'émergence qui a été expliquée de solutions de privées de paiement. Il y a eu la tentative avec le Libra, Diem, Facebook à un certain moment, mais il y en a de nouveaux. Par exemple, là, en ce moment, il y a PayPal, que vous connaissez, que vous utilisez aussi peut-être, qui lance un stablecoin pour faciliter les paiements en dollars. Donc nous, on a un objectif, c'est il n'y a pas à sourciller, il faut maintenir de la monnaie centrale à disposition de tout le monde, et donc on réfléchit activement à lancer un euro numérique pour perpétuer toutes les caractéristiques du billet qui ont été énumérées tout à l'heure par Philippe, c'est-à-dire confidentialité, inclusion, bref, le rôle d'ancrage de la monnaie centrale, pour préserver et renforcer, voire l'autonomie stratégique en termes de paiement européen, et puis en tout état de cause pour s'adapter aux usages des uns et des autres qui sont les nôtres. Et si je vais à mon deuxième slide, on fait ça comment ? Ouais. C'est qu'on va, avec l'euro numérique, on veut faire un billet
mais un billet numérique, un billet plus, qui aurait exactement le même type de fonctionnalité. On veut vraiment le propager de la sphère réelle, tactile, à la sphère numérique, en l'accompagnant d'un cours légal, comme c'est le cas actuellement, en ayant des fonctionnalités qui lui permettent d'assurer une forme de confidentialité, en le maintenant de façon gratuite, accessible, et ça devrait faciliter notamment l'inclusion financière, et ça a été mentionné. Alors, il y a un risque, c'est que finalement tout le monde se dise, puisqu'on a un euro numérique, pourquoi ne plus utiliser que ceci et laisser tous les moyens de paiement scripturaux, les cartes, les virements, les prélèvements de côté, que vous utilisez beaucoup et qui sont très bien. En fait, l'euro numérique, ça a vocation à venir en plus, à venir compléter cette offre, et on n'a pas du tout l'envie, parce que ce serait un risque, de déstabiliser quoi que ce soit dans la structure actuelle des paiements scripturaux qui sont fournis par les banques. Et donc, notamment, on va mettre un certain nombre de garde-fous de sécurité en assignant à la détention d'euros numériques des plafonds pour faire en sorte qu'il n'y ait pas possibilité d'évincer l'usage des autres moyens de paiement scripturaux qui sont nécessaires et que les banques doivent continuer à fournir. L'euro numérique continuera à être distribué, comme c'est le cas actuellement, par les banques et les États et l'ensemble des intermédiaires de paiement qui actuellement distribuent les billets. Et donc, pour mon dernier slide, et je vais m'arrêter là, on a un plan. On est rentré aujourd'hui en novembre 2023 dans une phase de préparation qui a été précédée par 2 ans d'investigation. On s'est creusé la tête collectivement pendant 2 ans pour savoir à quoi pourrait ressembler l'euro numérique et pourquoi le faire, pour avoir un narratif et puis avoir des premières pistes. Cette première phase de préparation, elle devra se clôturer grosso modo dans 2 ans, ce qui nous permettra de définir des fonctionnalités techniques, mais aussi d'être plus en ligne avec une réglementation qui est en cours d'élaboration au niveau européen, qui va définir un certain nombre de requis, et c'est important, ça fait partie d'un dialogue démocratique, l'utilisation et la mise en place de cet euro numérique. Et à l'issue de cette phase de préparation, il y aura une autre phase de préparation qui nous permettra de tester, un peu comme l'a fait la Chine avec son yuan, avec les différents acteurs, aussi bien vous que les marchands et les entreprises. Et puis finalement, peut-être qu'en 2030, on verra, on aura tous un portefeuille de monnaie électronique avec de l'e-euro ou de l'euro digital. Merci Emmanuel. Donc on reprend notre petit ballet là de mouvements physiques pour que vous n'avez plus besoin vraiment de l'écran. Merci pour toutes les questions que vous avez posées. Il y en a auxquelles il a été répondu pendant qu'elles étaient posées. Si ça venait de l'extérieur, je signale que le problème de l'énergie avait été traité au moment où il y a eu une coupure par rapport la diffusion en ligne, ce qui montre bien que ça peut arriver dans la réalité. Donc c'est un problème à régler. Et puis une autre question, j'y réponds quand même, elle n'est pas directement liée. Comment est-ce qu'on travaille à la Banque de France ? Quel type d'études on doit faire ? Allez sur le site de la Banque de France, banque-france.fr, et vous aurez les réponses. Je ne veux pas passer plus de temps là-dessus, mais c'est sympa d'avoir posé la question. Alors, il y a des questions qui reviennent. Il y a celle des banques que tu viens de traiter, c'est-à-dire comment faire réellement pour ne pas déstabiliser, que tout le monde ne se rue pas sur cet euro numérique. Il y a les limitations en quantité. Il y a peut-être le fait que tu as dit les citoyens de la zone euro au début. Donc c'est les résidents, c'est les citoyens. Il faudra clarifier qu'est-ce qui se passe. Et je pose la question pour les touristes qui pourraient vouloir utiliser. Il y a une question aussi, et aux États-Unis, ils sont encore plus prudents que la BCE, qui a juste dit on fait la phase préparatoire, on n'a pas pris la décision finale. Est-ce que c'est lié, comme s'en inquiétait peut-être Catherine, au fait que c'est là qu'il y a le plus de stablecoins en dollars, et donc ils se disent de toute façon ça reste en dollars, donc on n'a pas ce problème qui a été évoqué de souveraineté et de contrôle de la monnaie,
et d'action de la politique monétaire. Voilà un certain nombre des questions qui sont posées. Et je ne sais pas par qui on commence. Emmanuel, peut-être. Et puis les compléments. Et d'autres questions si vous en avez. Très rapidement sur qui pourra avoir accès ou disposer de l'euro digital. Le principe, c'est qu'on veut que ce soit juste un moyen de paiement. On ne veut pas que ce soit une réserve de valeur, qu'on vienne thésauriser de l'euro digital. Donc c'est pour ça qu'il y aura des plafonds de détention aussi. Et donc le principe, c'est que ça aura vocation à être utilisé exclusivement en zone euro, là où il y a des moyens de paiement nécessaires en zone euro. Alors bien entendu, ce sera ouvert non pas aux citoyens de la zone euro, c'est vrai que le terme était abusif, mais à toutes les personnes qui ont vocation à payer quelque chose en zone euro. Donc ce sera bien entendu ouvert comme les billets actuellement, aux non-résidents, dans la mesure où ils sont sur place pour leurs besoins de tourisme ou de transfert. Qu'est-ce qui se passe peut-être la deuxième question sur ce qui se passe aux États-Unis sur la monnaie numérique de banque centrale de détail? Pour l'instant, pas grand-chose. L'initiative en Europe, en zone euro, elle a été prise par les banques centrales en disant nous, on a un mandat quand même, on offre un billet, il faut que le billet, dans le monde numérique, il continue à exister. Et aux États-Unis, le dollar, le sacro-saint dollar, c'est du côté du Treasury, voire de la Maison-Blanche, que le début de la réflexion commence, avec des livres blancs qui ont été écrits et la Maison-Blanche qui a mandaté les différentes agences et la Fed, la Banque centrale, pour réfléchir à un dollar numérique, un e-dollar. Mais pour l'instant, ça reste très préliminaire comme réflexion, parce qu'il y a énormément de polémiques internes liées au système bipartisan aux États-Unis, entre les républicains d'un côté qui sont très opposés à l'État fort, à une intrusion supplémentaire de l'État dans la sphère privée, et avoir un dollar numérique pour eux, c'est une façon d'espionner les faits et gestes des différents citoyens et acteurs américains, à contrario des démocrates qui sont pour. Donc pour l'instant, on est en stand-by, parce que il n'y a pas grand-chose qui fonctionne au niveau parlementaire aux États-Unis. Et par ailleurs, comme le mentionnait, ce qui était mentionné, c'est que les stablecoins, ils sont beaucoup émis en dollars et par des acteurs américains. Et donc, il peut, pas que, mais pas mal quand même, entre PayPal qui est aux États-Unis et un certain nombre, et Facebook qui est quand même américain, et donc toutes les initiatives de gros stablecoins à dimension mondiale, adossé sur du dollar, ça pourrait faire finalement l'affaire des autorités américaines qui continueraient comme ça à propager le dollar comme monnaie internationale de paiement. Oui, c'est deux gros problèmes. Oui. Alors, on va passer la parole à Philippe en complément, et puis... J'aimerais juste réagir aux deux choses qu'a dit Émilie par rapport à l'e-euro pour... Pardon, oui. Emmanuel, pardon. Par rapport à l'e-euro pour les résidents, mais qu'en est-il justement des touristes et les touristes sur place, la question reviendra de justement comment les authentifier, comment les identifier, les authentifier, et comment faire en sorte qu'ils ne puissent avoir accès à que des quantités faibles, si j'ose dire, un petit peu comme dans certains pays d'ailleurs où on n'a pas le droit de faire sortir tant de monnaie du pays. Là, ça sera un petit peu plus compliqué puisque c'est physique. Donc ça, et on voit que finalement les banques centrales vont devoir prendre plein de décisions. Il y a plein de technologies qui existent, mais au fond, il faudra décider qu'est-ce qu'on veut pour mettre en face les bonnes technologies. Puis par rapport aux Américains et aux républicains là, qui parlent beaucoup de traçabilité, il y a en effet des blogs qui disent « Attention, avec l'arrivée d'un e-dollar, eh bien, l'État pourra vous forcer à n'acheter que des produits dans cette direction et pas des produits dans celle-ci ». Ceci est complètement faux, dans le sens qu'une bonne monnaie numérique de banque centrale, eh bien, il ne pourra pas y avoir de traçabilité de ce que vous faites avec cet argent. Il y aura une traçabilité, comme il y a avec les banques actuellement, de si vous faites des grosses transactions, vous devez être authentifié, mais pas pour vous dire vous devez faire ça et pas ça. Merci. François-Louis ? Oui, un mot également de ce que nous voyons dans les discussions réglementaires entre zones. Il y a beaucoup de scepticisme aujourd'hui de la part des autorités financières vis-à-vis des cryptoactifs, à la fois pour laisser les banques traditionnelles investir ce créneau,
mais aussi pour laisser fleurir des initiatives qui pourraient se substituer à terme à quelque chose qui se rapproche fort de la monnaie. Et ce que je perçois, moi, de nos homologues américains, c'est qu'ils sont très, très rétifs pour le moment, y compris vis-à-vis d'initiatives privées, telles que celles que tu évoquais, de grandes multinationales, qui auraient pourtant très, très fort intérêt à pouvoir proposer à leurs millions ou milliards de clients dans leur réseau fermé des instruments de ce type. Donc on a plutôt, d'une manière générale, d'un point de vue réglementaire, une très grande prudence vis-à-vis de ces actifs aux États-Unis, et c'est également le cas aussi dans un certain nombre de pays d'Asie, hormis la Chine que tu évoquais. Catherine ? Oui, c'est-à-dire que même en Chine, vous avez différents degrés d'anonymat dans les portefeuilles destinés à la clientèle, dans les portefeuilles des yuan. Et donc, pardon ? Je faisais une plaisanterie en disant et peut-être 0 pour l'État. Oui, mais bon. C'est-à-dire que ce qu'ils ont annoncé, c'est que la quantité de yuan dont vous pourrez disposer, puisque c'est limité, effectivement, pour les raisons qui ont été évoquées, dépend du degré d'information que vous divulguez en achetant votre porte-monnaie. Donc, si votre wallet. Donc, si vous avez, si vous voulez pas divulguer d'informations, ou voilà, vous avez un plafond très bas. Et si vous voulez divulguer beaucoup plus d'informations, vous aurez un plafond bien plus élevé. Enfin, ceci étant, c'est une blockchain qui appartient à la Banque centrale chinoise, donc la traçabilité des transactions et qui fait quoi, ça sera toujours connu, quoi. Voilà, donc, et je crois que c'est un grand débat sur le succès futur des monnaies banques centrales numériques de détail. Quel degré d'anonymat on va pouvoir fournir? Est-ce que ça sera le même degré d'anonymat pour que Philippe puisse aller faire ses dépenses sans que personne ne sache ce qu'il a acheté? Est-ce que je peux rajouter un point? Et tu vas en même temps répondre à une question qui vient d'arriver, auquel peut-être tu n'avais pas complètement répondu, en coût énergétique. Cet euro numérique, et ça fait parler de la plateforme centralisée versus la blockchain de nouveau. Alors, l'euro numérique, pour l'instant, il n'y a pas de raison et on ne pense pas qu'on soit l'euro numérique de détail, donc la deuxième partie, ne nous semble pas nécessaire compte tenu du diagnostic et des premières analyses qui ont été faites, et elles ont été poussées puisqu'il y a un certain nombre de prototypes. On n'a pas besoin de blockchain pour ça. Puisque c'est émis par la Banque centrale, on peut le faire de façon centralisée. On utilisera un certain nombre d'outils, notamment qui sont liés à des smart contracts qu'on retrouve assez... Smart contract, contrat intelligent, automatisé. Automatisé, où on met de l'information, et notamment, on pourra le faire, mais tout ça dans une plateforme centralisée qui ne serait pas une blockchain, pour traiter du sujet de l'anonymat, justement, pour s'assurer que seules les banques commerciales qui sont assujetties par la réglementation à un certain nombre de suivis au titre de la lutte contre le blanchiment et de bien connaître son customer, know your customer, il faudra qu'on s'assure qu'ils aient un certain nombre d'informations, qu'ils puissent contrôler. Quand, à contrario, la Banque centrale, la Banque de France et l'Eurosystème qui opérera la plateforme n'a pas à savoir tout ça, et donc elle n'aura pas connaissance de ce qu'il y a à l'intérieur du smart contract sur les informations qui sont plus liées à des informations confidentielles. Alors, il est 15h30, on doit respecter l'horaire à 1 ou 2 minutes près. Vous avez entendu, hein, on a eu ce débat, souveraineté d'un côté, et puis un mot qu'on n'a pas prononcé mais qui était sous-jacent, l'interopérabilité. Il faudra bien que ces monnaies, des stablecoins ou des monnaies numériques, puissent s'échanger entre pays sans trop de difficultés. C'est un peu le même problème qu'on a au niveau géostratégique actuellement. Après une forte période de globalisation, on a une période de fragmentation. Et il ne faudrait pas y ajouter. Dernier point, si vous voulez en savoir plus, il y a le prochain panel qui va traiter de banques, concurrence, réglementation. On ne va pas focaliser sur les cryptos, mais bien sûr, et le numérique, mais bien sûr, l'intelligence artificielle et tout ce qui se passe actuellement affecte les banques. Merci et à bientôt.